stricte intimité familiale, c'est ce qu'ont décidé ses proches en accord avec l'État. Question, comment respecter les rites funéraires pour les victimes du Covid-19 sans menacer la santé publique? Réponse dans ce journal avec Babacar Fall. Conséquence de la pandémie du Covid-19, le bateau hôpital Africa Mercy Ship marque une pause maintenance. Le navire a quitté Dakar pour Tenerife, mais reviendra dans 2 mois. Les pleins pouvoirs ou presque au chef de l'État pour mener la guerre contre le Covid-19. La loi d'habilitation permettant au président de gouverner par ordonnance se passe à l'instant même devant l'Assemblée nationale. Le sommaire de l'actualité internationale avec vous, Barthélémy Ngom, bonjour. Bonjour Souleymane et bonjour à tous. La République démocratique du Congo face à 2 épidémies, le Covid-19 et la rougeole. 6300 enfants sont morts de la maladie sur les 335 000 atteints. La méconnaissance de la maladie et de ses symptômes figure parmi les obstacles à l'éradication de la rougeole. Le Covid-19 en France, 3500 morts à la date d'hier. L'Assemblée nationale a convoqué cet après-midi le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre de la Santé Olivier Véran. Ils doivent être auditionnés par la mission d'information sur la gestion de l'épidémie en France, où le président Macron annonce 10 000 respirateurs d'ici à la mi-mai. Au Canada, le Covid-19 qui gagne du terrain et aujourd'hui, la menace d'une pénurie de masques et de matériel médical devient de plus en plus persistante. Le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé de nouvelles mesures. Le développement de tous ces titres dans un peu plus de 20 minutes, Barthélémy Ngom. L'actualité du Covid-19 dans le monde, Coronews sera présentée par Youssouf Bodian. Et puis il y aura notre rubrique quotidienne Point de vue. Aujourd'hui, nous discutons de la loi d'habilitation qui sera votée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Quel pouvoir pour le chef de l'État? Réponse avec nos 2 invités. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop, à la régie d'antenne, Pape Omar Diao. D'abord, le tout dernier point de la progression du Covid-19 au Sénégal. 15 nouveaux cas positifs ont été enregistrés ces dernières 24 heures, portant le bilan à ce jour à 190 cas. 7 cas de rémission ont également été enregistrés, portant le nombre total de guéris à 45. Moins un décès, et nous l'avons appris ce matin, le 2e cas grave qui a été évacué vers son pays d'origine. Il reste 143 malades actuellement traités. Écoutons le docteur Aloïse Waly Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé et porte-parole du jour. Nous avons à ce jour au Sénégal 143 patients encore sous traitement, puisque des 190 cas qui ont été déclarés positifs depuis le 2 mars, 45 cas sont effectivement guéris. Malheureusement, nous avons constaté un décès hier et nous avons eu aussi un patient qui a été évacué vers son pays d'origine. Donc, ce qui confirme le chiffre de 143 cas sous traitement. Avec le premier décès dû au Covid-19 se pose la question des rites funéraires en cas de crise sanitaire. Le premier cas de décès, c'est malheureusement Pape Diouf, notre compatriote, qui est décédé hier à l'hôpital de Fann. Nous apprenons ce matin que son inhumation se fera dans la plus stricte intimité familiale. C'est ce qu'ont décidé ses proches et en accord avec le gouvernement. S'agissant maintenant de la question des rites funéraires en cas de crise sanitaire, les avis scientifiques étant partagés, le Sénégal opte pour le principe de précaution sur tout cela. Babacar Fall. Les services de l'État qui s'occupent de la question sont en discussion avec la famille de Pape Diouf pour déterminer le jour et l'heure de l'enterrement et du lieu d'inhumation également. Ce qui est sûr en revanche, selon nos informations, la mise sous terre de l'ancien président de l'Olympique de Marseille va se faire dans la stricte intimité familiale. Cela parce que nous sommes en face d'un décès lié au Covid-19. Des précautions imposées par les autorités sénégalaises et acceptées par la famille de Pape Diouf, même si jusqu'ici, aucune thèse absolue n'existe sur le caractère contagieux ou pas d'une dépouille d'une personne morte de coronavirus. D'ailleurs, sur le plan religieux, tous les rites musulmans recommandés avant un enterrement seront effectués pour l'homme d'affaires franco-sénégalais, mais en collaboration avec des services du ministère de la Santé, comme entre autres le service d'hygiène.
Les hommages se poursuivent au lendemain du décès de Pape Diouf suite à sa contamination par le Covid-19. Marseille va rendre hommage donc à Pape Diouf ce soir. En raison du confinement, les supporters du club phocéen vont à 20h applaudir l'homme en l'honneur de leur ancien président, Pape Seck, notre correspondant particulier à Marseille. Un des meilleurs présidents qu'on ait eu. Confinement oblige. Ce soir à 20h, les Marseillais se sont donné rendez-vous au balcon pour rendre un dernier hommage à grand Pape Diouf Mababa, le président visionnaire qui a refait de l'OM une machine de guerre. Pape, Marseille ne t'oubliera jamais. Tu resteras à jamais dans le cœur des Marseillais, toi le Marseillais de cœur. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour Marseille, se sont dit les supporters de Marseille. Donc à ce soir au balcon. Pape Diouf qui a marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille. Il a présidé ce club entre 2005 et 2009. Les réactions de quelques supporters dans les rues de Marseille ce matin au micro de notre correspondant dans cette ville française. Un des meilleurs présidents qu'on ait eu avec Bernard Tapie. Un des meilleurs. C'est quelqu'un qui aimait l'OM, qui aimait Marseille. C'était un Marseillais de cœur. Ah ouais, un vrai président et un vrai Marseillais quoi. Même s'il n'est pas né à Marseille, en France. Il avait l'OM en lui et ça compte plus que tout. On est très triste pour le décès de monsieur Pape Diouf. Voilà, Pape Diouf, ça a été pour nous un père, un président, plus que ça. J'ai pas de mots en fait pour expliquer tout ça. Voilà, il faut être solidaire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? J'ai pas les mots en fait, j'ai pas les mots pour expliquer tout ça. Les Marseillais sont convoqués ce soir à 20h au balcon pour rendre hommage à grand Pape Diouf. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est le minimum qu'on peut faire en fait. C'est le minimum qu'on peut faire, se mettre au balcon et applaudir. Et juste être solidaire, se donner la main et encore merci Pape Diouf pour tout ce que tu as pu faire pour nous. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. 12h07. La pandémie du coronavirus a donné des idées à Matar Sankré. Ce jeune tailleur et son équipe travaillent nuit et jour pour confectionner des masques de protection destinés aux structures de santé et aux entreprises. Matar Sankré donne des assurances quant à la bonne qualité de ses produits. Abdou Diouf Junior est allé à sa rencontre. Suivons son reportage. Entre deux coups de pédale de ses agents, Matar exprime sa préoccupation. Mahou Création a un lot de masques à livrer et le temps presse. Il s'agit de masques artisanaux constitués de 3 matières. Il s'agit d'un tissu renforcé par 2 autres matières pour plus de confort. Sa création a été certifiée par des médecins allemands. Depuis, Matar Sankré a doublé ses ambitions. L'ONG a testé la première livraison qu'il a remise aux hôpitaux. Les commandes sont faites par les entreprises et sont confortables. Le jeune tailleur originaire de Touba estime pouvoir faire beaucoup plus qu'une simple fabrication de masques. Nous pouvons même confectionner des tenues de protection des médecins en 1 heure. Ce n'est pas normal qu'ils soient importés. Plusieurs structures de santé et des sociétés de la place ont déjà commandé les masques. L'objectif, c'est d'aller jusqu'à 10 000 pièces par jour. Nous devons livrer à des hôpitaux éloignés. Nous produisons 1000 masques pour un objectif de 5 ou 10 000 par jour. Nous avons besoin d'autorisation en utilisant nos cartes. Son personnel ne peut pas réussir ce pari tout seul. Le jeune couturier a confié une partie de la confection des masques à quelques-uns de ses collègues. Autre aspect de la pandémie du Covid-19 et des mesures de restriction qui ont été prises il y a quelques semaines au Sénégal, les boutiquiers vivent actuellement une situation difficile à cause du couvre-feu. La plupart d'entre eux ont vu leur chiffre d'affaires baisser drastiquement. Reportage Sodetiam. Moins de 20h, je ferme ma boutique. Son nom, Moussa Fani, un boutiquier qui voit son chiffre d'affaires baisser depuis que le chef de l'État a annoncé le couvre-feu. Si, là, le commerce c'est un peu ralenti. On allait jusqu'à minuit pour vendre. Ça perturbe un peu le travail parce que nous, on est des boutiquiers. Il y a certains clients, on les a à partir de 21h ou 22h. Donc, pour le moment, c'est un peu compliqué pour nous. Ismaël Abba, un autre boutiquier, va dans le même sens et craint que cela n'empire
pire si d'autres mesures tombent. Ça répercute un peu là, par rapport à la durée. Avant, on avait une durée qui permet les agisteurs d'acheter pendant jusqu'à 23h ou à 0h comme ça. Parce que nous, on ferme à cette heure-là, Bon, peut-être après quelques jours, comme ils le disent, ils vont prendre quelques mesures qui sera un peu sévères. Ça sera encore plus pire, Toujours à l'intérieur des Almadies 2, un boutiquier, la soixantaine, estime que son chiffre d'affaires a baissé d'un coup avant même l'application du couvre-feu. Il s'explique. Oui, mon chiffre d'affaires a baissé avec le couvre-feu. Mais moi, c'est l'interdiction de la vente du pain dans les boutiques qui m'a le plus touché. Les réponses presque unanimes. Ces boutiquiers rencontrés commencent à ressentir l'impact du couvre-feu. Ils souhaitent que cette pandémie soit vite maîtrisée par les autorités afin que leur commerce marche à nouveau. La pandémie du coronavirus qui a poussé les médias à adopter de nouvelles méthodes de travail pour beaucoup d'organes de presse, y compris le groupe GFM, l'heure est au télétravail. Mais des mesures de prévention sont aussi prises pour protéger les personnels. Koumba Sandiane Faye. Les Mariam Diaye, rédactrice en chef de la radio Sud FM. C'est Ben Maktar Diop, directeur de la rédaction de la DSS TV. Ces professionnels des médias se sentent obligés de faire travailler le reporter à distance. À la Sud FM, l'Internet devient le canal le plus utile pour assurer la continuité du service et éviter les rassemblements des Mariam Diaye. Maintenant, tout se fait via le net. Donc, chaque matin, les reporters envoient leurs propositions et le dispatching se fait selon le lieu d'habitation du journaliste. Même procédé à la 2STV. Selon Ben Maktar Diop, seuls 2 reporters se présentent par jour. Tout le reste fait du télétravail. Nous n'avons que 2 reporters par jour à la rédaction. Les reporters sont chez eux. Le matin ou la veille, on leur propose des sujets ou eux-mêmes en proposent et ils vont faire les reportages non loin de chez eux, faire les montages et nous les balancer. Mieux encore, il n'y a même plus de présentateurs d'édition. Dès 19h, seules des images suffisent pour informer. Ainsi planifie la 2STV. Le 13h, il est fait comme d'habitude, mais le 19h et le 20h, les 2 principales grandes éditions de la journée se font maintenant tout en images, parce qu'il y a le couvre-feu aussi. Et qu'en est-il des mesures de protection, aussi bien pour le personnel que pour le matériel? Rien ne se fait plus comme avant. La prévention est de mise. D'abord, respecter une certaine distance avec les personnes interviewées, utiliser des bonnets pour les enregistreurs et ensuite utiliser un masque. Et bien sûr, le journaliste est transporté lors de ses déplacements par les chauffeurs si le reportage se déroule ailleurs que dans sa zone d'habitation. Vous avez le gel hydroalcoolique, il y a la désinfection systématique aussi des micros, des sièges et des fauteuils, donc des plateaux en général. Dans le monde des médias, en cette période de propagation du virus, le télétravail est la chose la mieux partagée, sauf que parfois la connexion peut ne pas être parfaite, chose qui pourrait retarder la diffusion de certains travaux réalisés à distance. Les artistes musiciens sont quant à eux engagés dans la lutte contre le coronavirus à travers des chansons de sensibilisation. Alors question, le message passe-t-il réellement? Oui, selon les spécialistes interviewés. Cependant, ils soulignent la nécessité d'avoir une cible plus large pour ces artistes. Anna Rocha. En solo, en duo ou en collectif, les artistes musiciens sénégalais tentent de jouer leur partition dans cette lutte contre le Covid-19. Ibrahim Aouane est professeur de lettres modernes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le message d'instruction, le message de conseil, le message de mise en garde. Ce qui est demandé aux artistes, c'est de rendre ce message-là accessible. Il s'agit de créer ici et maintenant et en même temps de créer une œuvre à la fois valable au plan technique, sans prendre trop de liberté avec les faits, puisqu'il s'agit de questions sensibles. C'est un véritable challenge et c'est là qu'on voit véritablement le rôle de la création. Message bien reçu par les jeunes selon le journaliste culturel Alioune Diop. Beaucoup plus au niveau des jeunes, il faut le reconnaître, puisque c'est le canal qu'utilisent les musiciens et qui est le canal des jeunes majoritairement, c'est-à-dire la surface digitale. Question pour le professeur Wan, est-ce que toutes les cibles ont accès au message? C'est peut-être là où le bas blesse. En fait, ce qu'on demande aux artistes, c'est de parler à ceux qui les écoutent et qui les entendent. Et ils sont assez nombreux
aujourd'hui la plus grande frange, les jeunesses urbaines. Donc il s'agit d'atteindre au moins cette première cible. Évidemment qu'il y a d'autres cibles à atteindre à travers les différents supports. En fait, ce que cela veut dire, c'est que les artistes ont une cible très importante, mais ils n'atteignent pas toutes les cibles. C'est pour ça qu'il faut revenir au principe de que chacun joue sa part. Le journaliste Alun Diop pense également que les zones rurales sont lésées pour le coup. Puisque concernant le couvre-feu, c'est pas une préoccupation majeure pour les zones rurales, vu la densité des populations au niveau des zones rurales. Mais je crois que ça me passe beaucoup plus aisément au niveau des zones urbaines. Sur le plan artistique, beaucoup de satisfaction, mais pour gagner la bataille de la communication, il faudra encore peut-être une plus grande mobilisation des artistes. Une des conséquences de l'état d'urgence, beaucoup de personnes restaient longtemps sans voir leur famille. Avec l'état d'urgence, pour voyager, il faut avoir une autorisation administrative et il faut une raison valable pour l'obtenir. À Fatick, nos deux interlocuteurs interrogés dans le reportage d'Aminata Goudiaby que vous allez entendre dans un instant n'ont pas vu femmes et enfants vivant dans d'autres localités depuis des semaines. Comme des milliers de jeunes à la recherche de meilleures conditions sociales, Madia Khersek a dû quitter son village natal situé dans le département de Gossas. Il travaille comme chauffeur à Hambourg et un week-end sur deux, il partait voir sa femme et sa mère rester au village, ce qu'il ne peut plus faire en raison de l'état d'urgence. Et il est triste. C'est vraiment compliqué pour moi. Je travaille à Hambourg et ma famille est au village. J'avais l'habitude d'y aller tout le temps, ce qui n'est plus possible. Je suis bloqué ici. Madia Kher n'est pas un cas isolé. Gandema Sen, vendeur de vêtements au marché central de Fatick, est aussi bloqué. Cela fait 2 semaines maintenant qu'il n'a pas vu sa famille qui vit à Djourbel, sa ville d'origine. Au Sénégal, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la même situation que moi. Ils travaillent loin de leur famille. Je suis là, mais je fais tout pour leur envoyer souvent de l'argent. Mais son geste de tous les matins, c'est d'appeler sa femme et ses enfants pour avoir de leurs nouvelles. Nous les appelons tous les jours pour surtout les sensibiliser sur l'importance du lavage des mains et de rester à la maison. Je demande à ma femme de bien surveiller les enfants. Gandema Sen et Madia Khersek saluent tout de même ces décisions du chef de l'État. Ils se disent tous les deux conscients de la gravité de la pandémie du coronavirus. Nous soutenons le président de la République. Il ne veut que nous protéger. Même si l'absence de nos familles nous fait mal, cela en vaut la peine. Parce que la maladie s'est propagée très vite. Nos interlocuteurs vont devoir encore patienter. Mais pour combien de temps? C'est la question qu'ils se posent. Vu le nombre de cas testés positifs au coronavirus tous les jours au Sénégal. Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. Autre conséquence de la pandémie du Covid-19, le bateau hôpital Africa Mercy Ship qui avait jeté l'ancre à Dakar. De maintenance qui va durer 2 mois, une pause forcée puisqu'elle était prévue au mois de juin prochain, mais en raison du Covid-19, les opérations ont été arrêtées. Le bateau reviendra donc dans 2 mois. Avant cet arrêt, les chirurgiens à bord avaient réalisé 6500 opérations en chirurgie générale, en chirurgie maxillo-faciale et pour des opérations liées à des complications orthopédiques. RFM, la radio de toute l'actualité. Allons maintenant à Matam où en raison du couvre-feu, un problème de sécurité alimentaire grave se pose. Ali Bandelion. Depuis le début de l'état d'urgence, accentué par le couvre-feu qui démarre dès 20h, la situation alimentaire est plus que préoccupante au nord du pays. Face aux restrictions, de nombreuses familles ne mangent plus la nuit. Les éleveurs, les agriculteurs et les petits commerçants sont en train de payer un lourd tribut. D'où l'appel de Tcherno Aliouba, il est le président de l'USE. Une partie du dîner des familles, maintenant ce n'est plus possible avec l'heure 20h. Soit très rapidement on vient assister toute la population, notamment les petits villages, les campements, où les gens n'avaient qu'un seul repas par jour, où ils ne peuvent même plus avoir ce repas-là parce qu'ils travaillaient le matin et le soir ils rapportaient quelque chose. Maintenant, ils ne peuvent plus le faire. C'est que l'État doit très rapidement penser d'abord à ces petits villages et à ces campements. La région de Matam, Louga, le département de Podor constitue le triangle HSRS. Aujourd'hui, les gens souffrent d'une région qui d'habitude avait 2 à 3 récoltes par an et maintenant
n'arrivent même pas à avoir une récolte. De l'aide d'urgence, oui, mais selon ce spécialiste des questions sociales et communautaires, il faut alléger ce couvre-feu pour éviter la catastrophe dans le triangle de la sécheresse. Une semaine pour tout le pays, en prenant toutes les dispositions nécessaires, est meilleur que de confiner les gens 20h, 6h du matin et laisser les gens le matin travailler. Je préfère ça que de faire ce prolongement. En tout cas, même si les populations tentent tout de même de s'y porter, la situation reste et demeure très inquiétante dans une zone traversée par une véritable crise alimentaire. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Justement, l'État va au chevet des populations vulnérables dans ce contexte de Covid-19 et surtout de couvre-feu. Les vivres destinés aux couches vulnérables vont bientôt arriver à destination. Un appel d'offres a été lancé. Chertian Diagne pour les détails. Les vivres destinés à 1 million de ménages sénégalais sont composés de riz, sucre, huile, savon, pâtes alimentaires, entre autres produits. 8 millions de Sénégalais ayant subi les effets socio-économiques du Covid-19 vont bénéficier de ce soutien de l'État. Cependant, un recensement strict en conformité à la réglementation en vigueur sera de rigueur. Ce recensement est confié à l'administration territoriale, c'est-à-dire aux gouverneurs, préfets et sous-préfets qui vont aussi collaborer avec les élus locaux et les forces de défense et de sécurité pour un meilleur dispatching des vivres. Pour la réussite de cette mission délicate, l'avis de commande en procédure d'urgence est ouverte. L'État va acheter 5 000 tonnes de riz brisé non parfumé, 500 tonnes de sucre, 10 000 litres d'huile, 1 000 tonnes de pâtes alimentaires composées de vermicelles ou macaroni et 10 000 packs de savon. Aussi, une autre commande est adressée aux prestataires de services pour le transport des 10 produits dans les régions de l'intérieur. Une exigence non moins négligeable, le prestataire doit au moins disposer d'un parc automobile de 50 camions de transport marchandises. Le vendredi 3 avril est la date butoir avant le démarrage imminent de la distribution des vivres sur l'ensemble du territoire national. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Covid-19 et sur ses effets sanitaires et sociaux. Parlons maintenant des députés qui examinent aujourd'hui le projet de loi d'habilitation. La séance plénière devait démarrer à midi en présence de 33 parlementaires seulement. Pour éviter la propagation du coronavirus, cette loi d'habilitation permet au président de la République de gouverner par décret pour une durée de 3 mois. Elle lui attribue de larges pouvoirs dans tous les domaines, un fait que déplore le constitutionnaliste Ngouda Mboup. Des lois d'habilitation, il y en a eu dans l'histoire du Sénégal. El Hadj Ndiogou Diène. Conformément à l'article 77 de la Constitution, la loi d'habilitation donne au chef de l'État les pouvoirs de gouverner à travers des ordonnances ou décrets-lois. Mais cette disposition est bien encadrée avec des compétences et une durée bien déterminée, précise Ngouda Mboup, constitutionnaliste et enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le président de la République va prendre des ordonnances qui vont entrer en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de ratification n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation. L'Assemblée nationale peut les amender à l'occasion du vote de la loi de ratification. Pour ce cas précis, le président de la République, s'il utilise l'article 77, il ne peut pas dépasser son objet. Son objet, c'est en matière sanitaire, budgétaire et financière. Mais eux, ils ont mis même en matière juridique, c'est une notion fourre-tout parce que la matière juridique n'existe pas. Donc, ça dépasse largement son objet et ça contrevient à la Constitution. Le professeur de droit indique que les présidents Senghor et Abdou Diouf ont eu à user de cette disposition dans le passé. Les lois d'habilitation les plus marquantes, c'est en 1961. Parce que vous savez que l'état d'urgence a été appliqué au Sénégal avant 1962. Donc, à cet effet, des lois d'habilitation avaient été prises par le président Senghor. D'ailleurs, et en plus de cela, le président Abdou Diouf l'a appliqué aussi en 1994. En 1994, c'était après la dévaluation. Nous venions d'entrer dans un cycle où, par exemple, le Parlement devait faire acte de souveraineté pour délibérer sur certaines questions. Et donc, on avait permis au président de la République de passer par une période intermédiaire pour pouvoir prendre des décisions par des ordonnances. Dans un contexte marqué par la propagation du coronavirus dans notre pays, la loi d'habilitation devrait permettre au président Macky Sall de prendre les mesures sanitaires, budgétaires, financières et sécuritaires pour faire face à cette pandémie. RFM. L'actualité internationale.
Rebonjour Barthélémy Ngom. Rebonjour Souleymane et bonjour à tous. D'abord cette polémique en Mauritanie, polémique autour des 20 000 appareils de dépistage du Covid-19 que la Chine a offert à la Mauritanie. Ben oui, c'est parce que Souleymane, les appareils en question ne marchent pas. Une déclaration du ministre mauritanien de la Santé devant la presse, Mohamed Nadirou Ahmed, rassure toutefois les autres dons, toujours en provenance de la Chine, ont été distribués aux hôpitaux. Il s'agit notamment de 100 000 masques et de 1000 couvertures médicales pour protéger le personnel de santé. RDC, le coronavirus vient s'ajouter à une épidémie de rougeole. 6300 enfants sont déjà morts de la maladie sur les 335 000 infectés. Salimata Aou. Dans le nord de la République